Mais dans ces bureaux, il n'y a plus aucune place allouée à qui que ce soit. Donc c'est un open floor pour tout le monde. C'est open desk, c'est vraiment ce qu'on appelle du flex desk pour absolument tout le monde, avec une grande flexibilité également en termes de téléworking. Ça permet aux équipes en fait en permanence de se mélanger et de travailler sur base projet plutôt que de travailler sur base département. Aujourd'hui, on a toujours en général des organisations également à implémentation de bureaux qui sont très verticalisées. Le marketing là-bas, la vente là-bas, les étages sont séparés. Comme on est justement dans un monde beaucoup plus collaboratif et dans un monde où il faut justement cet échange social, en fonction des projets, les gens se mettent ensemble. Et donc il y a des gens qui travaillent pendant plusieurs semaines à un étage et puis plusieurs semaines après à un autre étage. Et la nouvelle structure de bâtiment permettra de faire ce genre de choses et donc d'être beaucoup plus, de répondre beaucoup plus vite aussi à l'évolution et à ce projet ou aux différents projets qui viennent éclore et sur lesquels on va travailler en termes d'implémentation. Très bien. Wel, ik denk dat ik zeer graag ook de mogelijkheid geef aan talrijke aanwezigen voor een eerste vraag uit de zaal. Is er een bepaald aspect dat iemand hier naar voren wil brengen? Ja. Kleine vraag betreffende justement Proximus Belgacom. Proximus, il distribue en direct. Mobistar, vous distribuez en direct ou via des partenaires. Alors, parfois, les partenaires ont des conditions différentes de Mobistar et Mobistar différentes. Et donc ça doit être quelque chose qui est très difficile à gérer, c'est la distribution via le réseau, via vos partenaires. Comment est-ce que vous arrivez à juguler ça? Parce que justement, il y a quand même des différences. Alors on est effectivement dans une industrie où nous avons la volonté de toucher tout le monde. Nous avons un produit qui peut être utilisé grosso modo par toute la population. Et même si, encore il n'y a pas tellement longtemps, en général on avait son premier GSM à Saint-Comignon, à 12 ans. Aujourd'hui il faut savoir que 70% des jeunes de 10 ans ont un GSM. Nous avons parmi nos clients en prepaid des enfants qui ont 5 ou 6 ans. C'est souvent dans les familles monoparentales parce qu'il faut justement protection de sécurité et questions logistiques. Mais de plus en plus on équipe les enfants avec des GSM. Donc nous avons une volonté d'être très large. Qui veut dire très large, ça veut dire également qu'en termes de réseau de distribution, il faut être très large. Alors nous vendons grosso modo par tous les moyens possibles et imaginables. Nous vendons sur le web, nous faisons bien sûr de la vente directe, nous vendons sur le web, nous vendons par téléphone, nous vendons dans nos propres boutiques, nous vendons par l'intermédiaire de partenaires qui font du porte-à-porte, nous vendons dans les grandes surfaces, nous vendons par des boutiques qui sont multimarques. Grosso modo, tous les canaux possibles et imaginables sont adressés. Alors certains évidemment on les développe plus que l'autre. Le web, on a commencé en 2006 à vendre des abonnements sur le web. Maintenant ça représente plus de 10% de nos volumétrie totale. Sachant que nous faisons à peu près, à titre informatif, nous faisons à peu près de 850 000 actes de vente par an. Ça vous donne déjà également une idée de la volumétrie que nous avons. Mais c'est vrai que c'est là aussi, c'est essayer d'être innovant pour faire le lien avec le sujet du jour. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça peut paraître rébarbatif. Un de nos canaux de vente les plus efficaces, c'est la vente de porte-à-porte. Alors ça suscite aussi parfois certaines questions sur le côté un peu forcing, parce qu'on ne le fait pas en direct, mais on le fait par l'intermédiaire de partenaires. Donc nous avons aussi veillé à ce qu'on éduque ces canaux à respecter un certain nombre de règles déontologiques et d'éthique. Mais c'est quelque chose qui différencie par exemple Mobistar d'autres opérateurs. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, les clients qui sont adressés par ces canaux-là sont les clients les plus fidèles. Donc on ne peut pas croire que c'est de la vente à l'arraché. Donc il existe beaucoup de canaux disponibles. Nous avons la volonté d'être présents dans tous ces canaux, et même de manière indirecte, parce qu'on a aussi, quelque part, en mettant à disposition de ce qu'on appelle des MVNO, donc des partenaires qui utilisent une partie de notre réseau, quelque part, on fait aussi la vente indirecte par l'intermédiaire d'une autre marque. Nous avons des accords avec, pour ne pas les citer, avec Deleuze, par exemple, qui vendent des produits de téléphonie mobile, mais en fait, c'est des produits Mobistar qui sont rebrandés Deleuze, pour ne citer qu'un exemple. On va citer d'autres que je pourrais citer aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a une complexité qu'il faut essayer de gérer, mais c'est là aussi qu'on crée une différenciation, qu'on crée une certaine innovation dans la manière dont on adresse justement le besoin du client par des canaux différents. Bien. Autre question? Vous avez parlé beaucoup d'innovation, donc on pourrait imaginer que ça a un effet sur votre chiffre d'affaires. Et quand on voit la progression qui est à 1 ou 2%, est-ce qu'il n'y a pas d'élément de frustration de se dire on est tous les 2 mois plein de trucs sur le marché, et in fine l'impact sur la croissance Alors hier, modéré. Tout à fait. Alors hier nous avons annoncé nos résultats pour l'année 2009, nous avons lancé une croissance de 2,5%, que moi je qualifie de belle croissance dans un marché économique quand même difficile. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés en 2009 qui ont fait une croissance de chiffre d'affaires, donc on est quand même parvenu à bien tenir le cap pendant ces périodes-là. Mais c'est vrai qu'on est aussi dans un marché qui est en pleine évolution. Premièrement, on est dans un marché régulé.
Ça veut donc dire que nous avons certains prix, notamment les prix gros, entre opérateurs qui sont régulés par une tierce partie et dont malheureusement nous ne sommes pas, entre guillemets, responsables. C'est-à-dire que ça influence très fortement, et malheureusement pas à la hausse mais à la baisse, nos prix gros, et donc ça fait perdre du chiffre d'affaires d'année en année. Donc il faut pouvoir compenser cette perte de chiffre d'affaires. D'autre part, il y a aussi évidemment une concurrence sur le marché. Je vous parlais de taux de rentabilité relativement forts. C'est clair que les concurrents se battent, essayent de faire en sorte que le prix également, que des produits que nous offrons sur le marché soient les plus compétitifs possibles. Donc pour nous, le challenge est de pouvoir compenser notamment la baisse d'utilisation, la baisse du revenu que nous générons à partir de la voix. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit que la plupart de nos revenus viennent encore de l'échange de voix, de personnes qui se parlent, c'est de compenser en fait cette baisse par la création de nouveaux usages. Et c'est pour ça que nous sommes par exemple aussi tenaces à vouloir développer l'utilisation de ce qu'on appelle des smartphones. C'est pour ça que nous sommes battus pour vendre des BlackBerry, pour vendre des HTC et l'iPhone, parce que ça crée de nouveaux usages, ça crée un accès à l'Internet. Et un client iPhone génère 2,5 fois plus de revenus qu'un client normal. On parlait tout à l'heure à table, l'ARPU, donc le revenu moyen par l'utilisateur classique résidentiel, est aux environs de 32 € par mois. C'est le revenu moyen que génère en résidentiel un client chez nous. Un utilisateur iPhone en génère plus de 60, de loin plus de 60. Donc si vous parvenez en fait à créer ou à faire en sorte que ces clients commencent à utiliser ces nouvelles technologies, vous ne vous battez plus nécessairement pour aller chercher le client chez le concurrent, parce que le marché est aujourd'hui à maturité, on est à 107% de pénétration du marché. Donc il y a plus de cartes actives que de population en Belgique, c'est les doubles usages. Et donc c'est créer de nouveaux usages, c'est vraiment créer de nouveaux services qui eux vont compenser certains effets négatifs d'un côté et créer de la valeur de l'autre. Et c'est comme ça qu'on arrive malgré tout à faire ce qu'on appelle en anglais du single digit growth, mais on était quand même déjà assez content d'en faire du single digit growth plutôt que de faire effectivement des Single digit decline. Voilà. Ou parfois dans certains cas des double digit. Ouais. Avec la thèse des tarifs data, est-ce qu'il n'y a pas un risque de l'arrivée de Skype dans les ventes du mobile? Oui, là il y a une industrie qui est en pleine mouvance, comme l'a dit Mme Cassio, avec notamment la convergence très forte de l'informatique et des télécoms. On parle depuis longtemps de l'ICT, ben, l'ICT elle est vraiment là, l'ICT c'est les deux combinés. Et il y a en effet pour nous des risques, comme il y a des opportunités sur d'autres. Créer de nouveaux usages à partir d'un iPhone, permettre à tout le monde de pouvoir accéder à l'information quand il le veut, ben, ça crée de nouveaux usages. Ça crée aussi un risque qui est la voix sur IP par le mobile. Donc c'est de faire en sorte que, en fait, vous n'appelez plus par une voie classique, en quelque sorte, mais c'est packagé en fait, dans les paquets informatiques. Ça peut représenter un risque pour nous, auquel on doit faire face, auquel on devra peut-être faire face. Maintenant, on est quand même assez... alors je ne veux pas ignorer un risque, mais des produits comme Skype existent depuis 8 ans, 7 ans, 8 ans. On ne peut pas vraiment dire que ça a été une grande menace pour les opérateurs de téléphonie fixe, par exemple. Moi, je vois ce que fait encore Belgacom ou d'autres opérateurs en Belgique. Sur la partie fixe, il y a une certaine volumétrie, mais ça ne les a pas mis au bord du gouffre. On n'en est pas encore là. Sur le mobile, ça peut représenter un risque, donc on va le voir mitigé. Et puis si un jour ça représente un risque trop important, ben, ce sera peut-être à nous à mettre le pied dedans et puis à driver le marché plutôt que de se faire driver. Donc c'est là aussi trouver le bon moment où il faut passer d'un modèle disruptif et prendre le lead plutôt que de se faire. Ouais. Dat kunnen we ook vragen. U stelt vast dat u voldoende gekwalificeerde mensen wilt om iemand te installeren. Aangezien we het universiteit ook hebben, is het misschien interessant om te vragen. Vindt u dat de jongeren afgestudeerden goed genoeg gekwalificeerd zijn om in het bedrijf te werken? Ik zou zeggen dat een van de dingen die mij, naast de frustratie om niet altijd te kunnen doen wat wij zouden graag willen doen, een van de frustraties die ik nu heb, is als ik zie de jonge mensen die vanuit de universiteit komen. Wat zij vragen en de eisen dat zij hebben, voor mij is schandalisch. Ik vind dat mensen, de jonge mensen dat wij vandaag zien, dus wij zitten in een bedrijf die een naam heeft, die echt super goede voorwaarden geeft aan medewerkers, niet alleen salaris, maar de algemene context dat wij geven. En we noemen de benefits ook, zijn enorm goed. Er zijn enorm veel jonge mensen die durven zeggen, hoeveel tijd heb ik nodig om hier te rijden, hoeveel dagen teleworking zijn toegelaten of niet, en die nee zeggen. Die gewoon nee zeggen, interesseert mij niet. Want we noemen dat generation Y. Ik vind dat veel jonge mensen vandaag weinig motivatie hebben om nog te werken. Ze werken, de mensen dat wij werken hard, maar